J'ai une question. À votre avis, laquelle de ces disciplines est la plus importante en paléontologie? La géologie, les sciences de l'évolution ou l'anatomie comparée? Si j'en crois le sondage que j'ai posté sur Twitter il y a 2 semaines, une majorité pense que c'est les sciences de l'évolution. Alors en fait, vous allez voir que ce n'était pas aussi simple de répondre à cette question. Pour bien comprendre, commençons par définir qu'est-ce que la paléontologie, même si sûrement beaucoup d'entre vous en ont une bonne idée. La paléontologie est une science étudiant les organismes ayant vécu au cours des temps géologiques. Elle se base sur l'analyse et l'interprétation de fossiles qui permettent de reconstituer la biologie des organismes et de retracer l'histoire évolutive de différents groupes. La paléontologie permet aussi de reconstruire les environnements et les climats où ont vécu ces organismes. Rien qu'avec cette définition, vous comprenez que la paléontologie est une science qui fait appel à beaucoup de disciplines. Et là, vous comprenez mieux en quoi la réponse à ma question n'était pas aussi simple. Car en réalité, la paléontologie comprend de très nombreuses spécialités. La paléozoologie, la paléobotanique, la paléoclimatologie, etc., etc. Et en fonction de sa spécialité, le ou la paléontologue utilisera plus ou moins les disciplines précédemment évoquées. Et pour cette vidéo, nous allons nous intéresser à une discipline très utilisée en paléontologie, l'anatomie comparée, qui d'ailleurs s'est retrouvée dernière dans le sondage. Oh dur, c'est pas le pied. Mais je pense qu'une grande majorité d'entre vous ne savait peut-être même pas ce qu'était réellement l'anatomie comparée. Pourtant, c'est grâce à l'anatomie comparée que les paléontologues peuvent déterminer l'identité des organismes fossilisés et ensuite étudier leur phylogénie, leur adaptation et plein d'autres choses. Par conséquent, je vous propose de vous familiariser un peu avec cette discipline en découvrant les 5 structures du squelette à connaître en anatomie comparée. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Paléogie. Avant de commencer, je tenais à vous dire merci pour l'accueil fait à l'épisode précédent. Vous avez été nombreux à me faire de bons retours et à réclamer une suite ainsi que des épisodes portant sur d'autres groupes. Je ne sais pas encore quand j'arriverai à sortir ces vidéos-là, mais je vais essayer de m'organiser. En attendant, aujourd'hui, on va donc parler de l'anatomie comparée, une des disciplines les plus fondamentales en paléontologie. Je crois que c'est bon, vu le nombre de fois que tu l'as répété, ils ont compris l'idée. Oui, mais il faut comprendre que c'est à tel point que le scientifique qui a contribué à populariser l'anatomie comparée est souvent présenté comme l'inventeur de la paléontologie. Je parle bien sûr du français Georges Cuvier, on aura l'occasion de reparler de lui un autre jour. Mais pour commencer, qu'est-ce que l'anatomie comparée? Eh bien, comme son nom l'indique, il s'agit d'une discipline dont le but est de comparer l'anatomie. Oui, il n'y avait peut-être pas besoin de le préciser. Non, t'es sûr? La comparaison de l'anatomie de différentes espèces est très importante pour la classification du vivant et la compréhension des processus d'adaptation d'un organisme à son environnement. La branche la plus étudiée de cette discipline est sans nul doute l'ostéologie comparée, qui repose sur l'analyse et la comparaison des os et qui donc concerne exclusivement les vertébrés. Dis-moi, tu vas dire des trucs obvious pendant toute la vidéo? Oui, pourquoi? Ça te pose un problème? L'anatomie comparée a permis aussi de déterminer plusieurs caractères propres à de nombreux groupes de vertébrés. Et comme je l'ai déjà dit, l'anatomie comparée est fondamentale en paléontologie, car par exemple, l'étude des os des fossiles de vertébrés a permis de révéler des événements majeurs de leur évolution. Comme par exemple la sortie des os avec la mise en place des membres des tétrapodes que je vous ai déjà présenté dans l'épisode 3 de Paléogie. D'ailleurs, je vous recommande d'avoir vu cette vidéo avant celle-ci, car j'y ai présenté quelques groupes de vertébrés dont je compte reparler dans la suite de cet épisode. Comme les tétrapodes, les poissons chondrichtiens et ostéichtiens, je préfère vous prévenir qu'il vaut mieux que vous soyez à la page et que vous sachiez qui sont ces groupes, sinon vous allez être trop perdu. Ok. Maintenant, pour vous familiariser avec le squelette des vertébrés, je ne vais pas vous faire une liste exhaustive de tous les os. Ça va être vite chiant parce que je ne sais pas si vous savez, mais rien que pour le squelette humain, on compte en tout 206 os. Par conséquent, pour simplifier, on va diviser le squelette en 5 structures. Et après avoir présenté chaque structure, je parlerai de quelques exemples d'applications pour différents groupes de vertébrés. Donc c'est parti, commençons par la première structure, le crâne. Et pour cette structure, on peut dire qu'on va se creuser la tête. Ouais, toi par contre, tu me prends la tête. Eh, pas mal! Ouais, bah je suis obligé de me mettre à ton niveau. Ça veut dire quoi ça? Non, rien, on voit la suite. Pour
pour cette première partie, on s'attaque direct à un gros morceau puisque en ce qui concerne l'homme, le crâne comporte en tout 29 os. Ces os forment ainsi une capsule de protection pour notre encéphale. Petite parenthèse pour ceux qui ne savent pas la différence entre l'encéphale et le cerveau, eh bien le cerveau, ici en orange, correspond à une partie de l'encéphale qui en comprend deux autres, le cervelet et le tronc cérébral. En plus de protéger l'encéphale, le crâne abrite également tous les organes de nos sens, ainsi que de l'appareil masticatoire. On peut diviser le crâne en deux parties. En premier, nous avons le neurocrâne qui comprend la partie du crâne protégeant l'encéphale. En gros, c'est ce qu'on appelle couramment la boîte crânienne. Donc la boîte crânienne comprend tout d'abord l'os pariétal et l'os temporal, auquel on peut ajouter l'os occipital tout à l'arrière, l'os frontal à l'avant et l'os sphénoïde qui permet entre autres le passage des nerfs optiques. Et je sais que je n'ai pas cité tous les os de la boîte crânienne, mais pour ici ça va suffire. La seconde partie du crâne correspond au splanchnio-crâne, appelé aussi le viscérocrâne ou plus simplement le crâne facial. Cette partie comprend tous les os formant notre face et on y compte aussi les os de l'oreille moyenne. Vous savez, ce sont les plus petits os de notre squelette, le marteau, l'enclume et l'étrier. Parmi les os formant le crâne facial, on trouve les maxillaires qui portent les dents supérieures, les os nasaux formant le nez et les os zygomatiques, plus généralement appelés les os jugaux, situés au niveau de nos pommettes. Enfin, il faut ajouter l'unique os formant la mâchoire inférieure, la mandibule, appelée aussi le dentaire. A noter que chez tous les mammifères, la mâchoire inférieure est formée uniquement du dentaire, alors que chez les reptiles, la mandibule comporte des os supplémentaires. Il y a également d'autres os de notre crâne dont je ne vais pas parler ici, comme par exemple les palatins, sinon cette partie va être beaucoup trop longue. Ce petit tour d'horizon d'une grande partie des os de notre crâne permet déjà de vous familiariser avec quelques éléments. Cependant, il faut savoir que le crâne a subi pas mal de changements au cours de l'évolution. Et quand on va comparer le crâne d'un poisson, d'une tortue, d'un dinosaure ou d'un mammifère, certains os pourront ne pas être présents ou auront fusionné avec d'autres. Par exemple, chez la plupart des reptiles, on peut trouver l'os postorbitaire, juste derrière l'orbite, et l'os squamosal. Le postorbitaire a disparu chez les mammifères et le squamosal peut être présent chez certains. Pour l'homme, il est présent chez les jeunes, mais à l'âge adulte, il va fusionner avec l'os temporal. Il faut savoir que la configuration du crâne permet de différencier plusieurs grands groupes de vertébrés, en particulier dans le cas des amniotes. Pour rappel, il s'agit d'un groupe de vertébrés chez lesquels l'embryon est protégé par une poche qui l'empêche de se déshydrater et qui est appelée l'amnios. Et pour ce groupe, on peut différencier plusieurs configurations du crâne en fonction du nombre d'ouvertures présentes. On parle aussi de fenêtres. Bien sûr, chez tous les amniotes, on trouve la fenêtre nasale pour les narines et la fenêtre orbitaire pour les yeux. Et chez certains, il y a d'autres fenêtres à l'arrière du crâne, appelées les fenêtres temporales, qui permettent le passage de certains muscles et qui sont entourées d'os du crâne bien identifiés. Parmi les grands groupes d'amniotes, nous avons en premier ceux qui n'ont pas de fenêtre temporale, ce sont les anapsides. Ce groupe comporte plusieurs familles de reptiles primitifs ayant vécu au Permien et au Trias. Et pendant longtemps, on a considéré que la famille actuelle des tortues appartenait aussi au groupe des anapsides. En effet, comme ces derniers, leur crâne ne présente pas de fosse temporale. Mais certaines études semblent montrer que les tortues appartiendraient à un autre groupe d'amniotes. Mais ça, je vais y revenir plus tard. Le deuxième groupe d'amniotes est celui des diapsides qui, comme leur nom l'indique, ont un crâne possédant deux fenêtres temporales. On a une fenêtre inférieure et une fenêtre supérieure, qui sont séparées par une barre osseuse formée par l'os squamosal et l'os postorbitaire, dont j'ai parlé précédemment. Les diapsides peuvent être divisés en deux sous-groupes. Les lipidosauromorphes, où l'on trouve tout d'abord les lézards, les serpents et les amphisbènes. Et grâce à la vidéo d'un célèbre vidéaste, vous devriez savoir que ces trois animaux sont réunis dans un ordre appelé les squamates. Il y a aussi quelques représentants fossiles des squamates, comme les célèbres mosasaures. Et oui, au cas où vous ne le saviez pas, il semblerait que ces animaux soient de proches cousins des lézards et des serpents. En plus des squamates, on trouve également chez les lipidosauromorphes la famille des sphénodons, représentée par une seule espèce actuellement. Et il y a également des familles éteintes de reptiles, comme celles des plysiosaures et des pliosaures. L'autre grand groupe de diapsides est celui des archosauromorphes, où l'on trouve entre autres les crocodiliens, les ptérosaures, les dinosaures non-alviens et les oiseaux. Il faut noter que certains de ces groupes n'ont pas conservé la configuration ancestrale des diapsides et ont perdu une fenêtre temporale, voire même les deux. Ainsi, certains lézards et les plésiosaures
ont perdu la fenêtre temporale inférieure. Et chez les serpents, la barre osseuse séparant les deux fosses a complètement disparu et on peut retrouver la même chose du côté des archosauromorphes avec le crâne des oiseaux. Les fenêtres temporales permettent le passage des muscles de la mâchoire et également elles permettent d'alléger le crâne. Leur nombre peut donc s'expliquer par l'adaptation de ces différents animaux à un régime alimentaire ou à un milieu. Par exemple, la disparition des fosses temporales chez les serpents autorise une meilleure flexibilité du crâne leur permettant d'avaler de très grosses proies. Et chez les oiseaux, cette disparition s'explique par le besoin d'alléger le crâne pour l'adaptation au vol. Et par conséquent, vous comprenez que le nombre de fenêtres temporales chez ces différentes lignées constitue une convergence évolutive. Et pour en revenir au cas des tortues, qui je vous rappelle présentent un crâne dépourvu de fosses temporales, eh bien des études semblent montrer que les tortues seraient en réalité des membres des diapsides qui auraient au cours de l'évolution perdu leur fosse temporale. Mais ce débat-là est pour le moment loin d'être réglé. Enfin, le troisième et dernier grand groupe d'amyotes est celui des synapsides, dont le crâne possède une seule fenêtre temporale. De nos jours, les synapsides ne sont représentés que par les mammifères. Donc oui, vous et moi sommes des synapsides. Être ou ne pas être synapside, telle est la question. Ça va vraiment pas mieux, toi. Vous vous demandez peut-être où trouve-t-on cette fameuse fenêtre temporale sur notre crâne? Eh bien, sentez-vous cette os sur votre pommette en dessous de votre œil. Si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit, il s'agit de l'os zygomatique, appelé aussi l'os jugal. Il se prolonge à l'arrière et se termine au-dessus de votre mâchoire. Maintenant, placez vos doigts sur votre tempe et serrez les dents. Vous sentez un muscle se contracter, et bien ce muscle part de votre mandibule et passe par une ouverture présente dans votre crâne, la fameuse fenêtre temporale. Et elle peut se retrouver chez tous les mammifères, comme ici sur ce crâne de renard, même si chez la plupart des mammifères, la séparation entre l'orbite et la fenêtre temporale a disparu. En plus des mammifères, les synapsides sont aussi représentés par d'autres groupes fossiles comme le dimétrodon, le cynodonte ou le gorgonopsien. Ces formes et toutes celles apparentées étaient autrefois rassemblées dans ce qu'on a appelé les reptiles mammaliens car on y trouve la lignée qui est à l'origine des mammifères. Après, comment on est passé de la morphologie des reptiles à celle des mammifères? Eh bien ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Pour ici, on va juste dire que les synapsides rassemblent les mammifères et les reptiles mammaliens. Maintenant que je vous ai présenté les anapsides, les diapsides et les synapsides, parlons vite fait de leur relation de parenté. Les analyses divisent les amyotes en deux lignées qui seraient toutes les deux issues d'un ancêtre au crâne anapside. Mais attention, les paléontologues ont beaucoup de difficultés à identifier les amyotes primitifs et ils ne sont toujours pas parvenus à un consensus sur l'origine des amyotes. Donc tout cela reste hypothétique. Ce qui est sûr, c'est qu'à partir du Carbonifère, il y a environ 320 millions d'années, on distingue bien deux lignées d'amyotes différentes. D'un côté, on a la lignée des synapsides, donc des amyotes à une seule fenêtre temporale. Cette lignée va mener aux mammifères. Et de l'autre côté, on a la lignée de ce qu'on appelle les sauropsides, qui comprend les diapsides, ainsi que toutes les formes apparentées ayant perdu cette configuration. On trouve donc les tortues, les crocodiles, les lézards, les serpents, les oiseaux, et également les dinosaures, les ptérosaures ou les plésiosaures par exemple. Je pense en avoir assez dit sur l'organisation du crâne et sur quelques-unes de ses implications. Nous allons pouvoir passer à la prochaine structure, qui d'ailleurs se trouve au niveau du crâne, et qui peut permettre d'en savoir beaucoup plus sur un groupe. Et oui, la description et la comparaison des dents sont très importantes en anatomie comparée et peuvent permettre à elles seules d'en apprendre beaucoup plus sur la phylogénie d'un groupe, en particulier pour les mammifères. Mais avant d'aller plus loin, qu'est-ce qu'exactement une dent? Eh bien, c'est un organe qui peut être reconnu comme faisant partie des phanères de notre corps. Pour ceux qui se demandent, les phanères désignent tout ce qui est issu de l'épiderme et qui recouvre le corps. Elle comprend les poils, les cheveux, les ongles, les écailles, les plumes et donc également les dents. Bien que dans leur cas, elles ne sont pas des productions issues uniquement de l'épiderme. En ce qui concerne la structure des dents, on peut distinguer différentes parties. En premier, la couronne, qui est la partie extérieure visible de la dent. Il y a ensuite la racine, qui est la partie implantée dans l'os. Entre la racine et la couronne, nous avons le collet, la partie de jonction entre la dent et la gencive. Vous savez sûrement que la dent est formée de différents tissus. Il y a tout d'abord l'émail, qui recouvre la surface de la couronne. L'émail est un tissu dit minéralisé. Il s'agit de la substance la plus dure de notre corps. Oui, faut pas exagérer, elle a quand même ses limites. En dessous de l'émail, il y a la dentine, un autre tissu dur minéralisé, mais la dentine est moins solide que l'émail car elle contient moins de minéraux. D'ailleurs, petite devinette, lequel de ces deux tissus, à votre avis, est responsable de la couleur des dents, l'émail ou la dentine?
Eh bien, comme vous pouvez le voir sur le schéma, l'émail ne représente qu'une fine partie de la dent. L'essentiel de la dent est formé de dentine. L'émail a plutôt une couleur blanche translucide alors que la dentine est plutôt de couleur jaunâtre. Et par transparence, c'est la dentine qui va donner une couleur moins blanche à nos dents. Ce phénomène va s'accentuer avec l'âge car la couche d'émail va s'user et s'amincir et les dents vont devenir de plus en plus jaunes. C'est d'accord. Et sachez que la dentine est perméable aux colorants qui sont présents dans ce que nous consommons, comme ceux présents dans le café ou le thé, mais également ceux présents dans les cigarettes. En plus de l'émail et de la dentine, on trouve au cœur de la dent une partie appelée la pulpe. C'est véritablement la partie vivante de la dent où l'on trouve les nerfs et les vaisseaux sanguins. Et quand une carie atteint cette partie, c'est là que vous allez avoir vraiment très mal. Maintenant que je vous ai présenté les différentes structures de la dent, je vais vous définir quelques termes très utiles pour pouvoir décrire les différentes caractéristiques des dents. Tout d'abord, en ce qui concerne le remplacement des dents. Chez l'homme, nous avons en premier des dents dites de lait que nous perdons pendant notre enfance et qui sont remplacées par nos dents adultes définitives. Il y a donc deux générations de dents, notre denture est qualifiée alors de diphyodonte. On peut retrouver ce genre de denture chez d'autres mammifères. Il existe aussi des animaux qui n'ont qu'une seule génération de dents, les premières dents sont les dents définitives. Dans ce cas-là, on parle de dents monophyodontes, c'est ce qu'on trouve chez les dauphins par exemple. Et il va y avoir des animaux qui vont avoir plusieurs dentures successives qui vont être remplacées à l'infini jusqu'à la mort de l'animal. Il s'agit alors d'une denture polyphyodonte et un exemple célèbre est celui des requins. Hello. Mais on peut aussi citer les crocodiles. Ce genre de denture est très utile pour ces animaux prédateurs car il leur arrive souvent de se casser les dents en s'attaquant à des proies. Elles sont alors rapidement remplacées par de nouvelles. Right. Un autre critère pour décrire les dents est l'organisation de la rangée dentaire. Si toutes les dents de la rangée sont identiques, comme chez les requins, les crocodiles ou les dauphins, on parle de dents homodontes. Et si les dents sont différentes selon leur position dans la rangée, comme c'est le cas chez les mammifères, avec des incisives à l'avant de la mâchoire qui sont très différentes des molaires situées au fond de la mâchoire, on parle alors de dents hétérodontes. Oh, ça va, jusqu'ici rien de bien compliqué. Oui, jusqu'à présent les termes que je vous présente parlent d'eux-mêmes et je n'ai pas besoin de trop développer, mais là on va arriver à des termes un peu plus compliqués. Passons donc au critère suivant, la croissance des dents. Chez nous, nos dents ont une croissance limitée. À l'âge adulte, elles ne grandissent plus. On dit qu'elles sont brachiodontes. On retrouve cela chez les autoprimates, mais aussi chez les mammifères carnivores. Mais pour d'autres animaux, la croissance des dents se prolonge à l'âge adulte au fur et à mesure que les dents s'usent. Ces dents présentent une couronne qui peut être beaucoup plus haute que celle de nos dents. Elles sont qualifiées alors de hypsodontes. On en trouve chez les vaches, les chevaux ou d'autres animaux végétariens. En effet, les végétaux sont une nourriture très abrasive qui vont abîmer l'émail de la couronne, d'où la nécessité que les dents continuent de grandir. Et enfin, il y a des animaux chez lesquels la croissance des dents ne s'arrête jamais. Elles grandissent tout au long de la vie de l'animal. Ce sont des dents hypsélodontes. On en trouve notamment chez les rongeurs et les lapins qui sont parfois obligés de tailler leurs dents en rongeant des choses dures comme du bois. On trouve aussi des dents à croissance continue chez des animaux beaucoup plus gros que les rongeurs. Je veux bien sûr parler des éléphants et de leur défense. Car oui, au cas où vous ne le saviez pas, les défenses de l'éléphant sont en fait des dents. Plus précisément, il s'agit d'incisifs qui vont grandir tout au long de sa vie. Ce qui fait que les défenses des éléphants sont actuellement les plus grandes dents du règne animal. La patrouille des éléphants, ça chemine de feu savant. Le prochain critère concerne l'insertion des dents. Au tout début de cette partie, je vous ai parlé de la racine qui est la partie ancrée de la dent. Il faut savoir que cette racine est implantée dans une cavité aménagée dans l'os des mâchoires que l'on appelle l'alvéole dentaire. Ce type de dent, avec une racine et une alvéole, est qualifié de técodonte. On la retrouve chez les mammifères et aussi chez les dinosaures ou les crocodiles par exemple. Mais chez d'autres vertébrés comme les lézards ou les iguanes, les dents n'ont pas de racines, elles sont tout simplement accolées à une paroi aménagée sur les mâchoires. Il s'agit alors de dents pleurodontes. Et chez les requins et les amphibiens, les dents sont directement posées sur l'os des mâchoires dans un petit repli aménagé et elles sont reliées par un ligament. On parle de dents acrodontes. Je commence à avoir mal à la tête là avec tous tes termes à retenir. Tiens le coup, on en a bientôt fini avec les dents. Le dernier critère va porter sur leur forme. Mais là, ça va être très compliqué de tout aborder car il en existe beaucoup. Déjà, il faut que je vous parle de ces reliefs que vous pouvez voir à la surface des dents. Ces reliefs sont appelés des cuspides. Il peut y avoir des dents avec une seule cuspide, comme celle des reptiles ou les canines des mammifères. On dit qu'elles sont monocuspides. Ou bien il y a des dents avec plusieurs cuspides, comme les molaires des mammifères, et dans ce cas-là, on parle de dents polycuspides. Il existe toute une nomenclature pour décrire les cuspides, elle peut être très utile notamment pour les dents des mammifères qui peuvent être très complexes.
Mais je n'aurai pas le temps de présenter cette nomenclature ici, je préfère en parler lorsque j'aborderai l'évolution des mammifères, où la modification des dents tient un rôle très important. Donc pour terminer cette partie, vous pouvez voir sur ces tableaux les divers termes dont je vous ai parlé, appliqués pour décrire les dentures de différents animaux. Vous voyez qu'ils sont déjà bien utiles pour décrire les différentes morphologies des dents. Et sur ce, nous allons pouvoir passer à la prochaine structure. Pour les prochaines parties, nous allons nous intéresser au squelette post-crânien qui, comme son nom l'indique, comprend tous les os hors du crâne. Encore merci Captain Obvious. De rien, nous allons donc commencer par le squelette axial qui comprend la cage thoracique et la colonne vertébrale. Comme je l'ai dit dans une autre vidéo, la colonne vertébrale est formée d'une succession d'os articulés entre eux, les vertèbres. La colonne vertébrale forme ainsi un axe de soutien du corps et abrite également la moelle épinière. Toutes les vertèbres présentent une organisation type, comme vous pouvez le voir ici sur ce schéma vu du dessus. À l'avant, vous avez le corps vertébral, de forme grossièrement cylindrique, et à l'arrière, on trouve une apophyse appelée l'épine neurale. Vous pouvez sentir ces apophyses quand vous vous touchez le dos. Chez certains animaux comme le dimétrodon ou le spinosaure, ces apophyses peuvent être hyper développées, formant la fameuse voile dorsale. Entre le corps vertébral et l'épine neurale, on trouve un trou appelé le foramen vertébral qui permet le passage de la moelle épinière. Et chaque vertèbre présente également différentes surfaces d'articulation en contact avec les vertèbres sus et sous-jacentes. Chez l'homme, la colonne vertébrale est formée de 24 vertèbres que l'on peut distinguer ainsi. 7 vertèbres cervicales situées au niveau du cou. La première de ces vertèbres est appelée l'Atlas, en référence au titan de la mythologie grecque qui est condamné à porter la voûte terrestre sur ses épaules, un peu comme cette vertèbre qui porte notre tête. Ça fait pas un peu prétentieux ça? Je sais pas. A noter que contrairement à toutes les autres vertèbres, l'Atlas ne possède pas de corps vertébral à l'avant. Après les cervicales, on trouve les 12 vertèbres thoraciques qui vont s'articuler avec les côtes de la cage thoracique. À ce titre, elles possèdent des surfaces d'articulation supplémentaires par rapport aux autres vertèbres. En ce qui concerne la cage thoracique, si vous avez vu l'épisode sur l'évolution des vertébrés, vous vous rappelez qu'elle a pris de l'importance au moment de la sortie des os des tétrapodes. Son rôle est de protéger les poumons et elle possède également un système musculaire qui permet d'aspirer l'air dans les poumons. Après les vertèbres thoraciques, nous avons les 5 vertèbres lombaires, dont je n'ai pas grand chose à dire si ce n'est que chez nous, elles sont situées dans le bas du dos. Ce sont les vertèbres les plus robustes car elles supportent tout le poids du haut du corps. Et ce sont elles qui sont impliquées lorsque vous faites un tour de rein. À la suite des lombaires se trouvent les 5 vertèbres sacrées qui sont fusionnées pour former le sacrum. Ce dernier constitue la face postérieure de notre bassin. Mais j'en parlerai un peu plus dans une autre partie. Enfin, en dernier, nous trouvons les vertèbres caudales qui forment la queue des animaux. Mais chez certains grands singes comme l'homme, le gorille ou le chimpanzé, le nombre de vertèbres caudales a considérablement diminué. Elles se sont ensuite atrophiées et se sont soudées en une structure que l'on appelle le coccyx. Ce dernier constitue donc un vestige d'une queue que possédait l'ancêtre des grands singes et qui s'est amoindri au cours de l'évolution. Et d'ailleurs, sachez que chez les oiseaux également, il y a une réduction et une soudure des vertèbres caudales qui forment une structure qu'on appelle le pygostyle, qui constitue donc un souvenir de la queue de leurs ancêtres les dinosaures. Un autre truc intéressant à noter, c'est que je vous ai dit que l'homme comptait 7 vertèbres cervicales dans son cou. Eh bien, on retrouve exactement le même nombre de vertèbres cervicales chez pratiquement tous les mammifères, y compris la girafe. Bon, par contre, les vertèbres cervicales de la girafe sont beaucoup plus grandes que les nôtres. Mais il existe quelques mammifères qui ne possèdent pas 7 vertèbres cervicales. C'est le cas du lamantin, qui en a 6, et aussi des paresseux dont je vous ai parlé dans mon précédent épisode. Ainsi, le paresseux à 2 doigts possède 6 vertèbres cervicales, et le paresseux à 3 doigts en a entre 10 et 8. J'aurai l'occasion de revenir sur ces particularités dans une autre vidéo. Pour les autres vertébrés, le nombre de vertèbres cervicales est plus variable. Par exemple, les oiseaux ont un nombre de vertèbres cervicales plus élevé, de 11 à 25, ce qui permet d'augmenter la mobilité de leur cou. Et pour ceux qui sont fans de reptiles marins de la préhistoire, sachez que l'élasmosaure, une espèce de plésiosaure ayant vécu au Crétacé et qui possédait un très long cou, pouvait compter jusqu'à 76 vertèbres cervicales. Les vertèbres présentent d'autres critères qui peuvent être utiles en anatomie comparée. Par exemple, la forme du corps vertébral en vue latérale peut être différent selon le groupe de vertébrés. Mais avant de vous en parler, un peu de vocabulaire. Lorsqu'une surface est creuse comme ici, on dit qu'elle est concave, et quand elle est bombée, on dit qu'elle est convexe. Ces deux termes étant présentés, parlons un peu des différents types de vertèbres. En premier, nous avons les vertèbres qui, en vue latérale, présentent un corps vertébral avec les deux faces concaves, ce qui fait un peu penser à un sablier. Ce genre de vertèbre est qualifié d'amphicelle et se retrouve chez les poissons, chez quelques amphibiens de la famille des tritons et des salamandres, ainsi que chez les reptiles primitifs.
En deuxième, nous avons les vertèbres avec un corps vertébral concave à l'avant et convexe à l'arrière. On qualifie ces vertèbres de procelles. Elles se retrouvent chez les grenouilles, les crapauds et la majorité des reptiles actuels. Il existe à l'inverse des vertèbres dont le corps vertébral est convexe à l'avant et concave à l'arrière. Ce sont des vertèbres opistocèles, qui se retrouvent chez la majorité des tritons et des salamandres, ainsi qu'au niveau des vertèbres cervicales des mammifères ongulés, comme les chevaux par exemple. Enfin, il y a les vertèbres qui présentent un corps vertébral dont les deux faces sont planes et parallèles. On dit qu'elles sont acelles et elles se retrouvent typiquement chez les mammifères. Il y a aussi un type de vertèbre qui se retrouve uniquement chez les oiseaux. Je n'ai pas réussi à trouver d'illustration pour bien vous le montrer. Ces vertèbres sont qualifiées d'hétérocèles. Avec ces quelques termes que je vous ai présentés, vous saurez déjà faire la différence entre une vertèbre de poisson, de reptile et de mammifère. Et nous allons pouvoir passer à l'avant-dernière structure. Ce qu'on appelle des ceintures sur un squelette, ce sont des arcs osseux qui permettent de relier et d'articuler les membres avec la colonne vertébrale. On en distingue deux. En premier, la ceinture pectorale qui permet de relier les membres antérieurs, et en second, il y a la ceinture pelvienne qui permet de relier les membres postérieurs. En fonction des adaptations des animaux, ces ceintures peuvent subir diverses modifications, voire même complètement disparaître, comme chez les serpents par exemple. Regardons maintenant l'organisation de ces ceintures sur le squelette humain. D'abord, la ceinture pectorale, qui est appelée aussi la ceinture scapulaire. La particularité de la ceinture scapulaire est qu'elle est libre, c'est-à-dire qu'elle n'est reliée qu'à la colonne vertébrale que par l'intermédiaire de muscles. Elle se présente en deux parties, une partie formée de la scapula, qui était autrefois appelée l'omoplate. C'est le gros os que vous pouvez sentir dans votre dos ici. Elle s'articule à l'avant avec l'autre partie de la ceinture, la clavicule, qui est elle-même reliée au sternum de la cage thoracique. La clavicule s'articule avec la scapula au niveau de ce que l'on appelle l'acromion. A noter que les clavicules ne se retrouvent pas chez tous les vertébrés, on peut la retrouver chez l'homme, mais aussi chez les oiseaux, ainsi que chez d'autres dinosaures. Elles font partie d'ailleurs des éléments morphologiques qui ont permis de relier les oiseaux aux dinosaures. Il est intéressant de voir la complexification de la ceinture pectorale au cours de l'évolution des vertébrés. Chez les chondrichtiens, c'est-à-dire les poissons au squelette cartilagineux, comme les requins, la ceinture pectorale est formée de simples plaques cartilagineuses. Chez les poissons ostéichtiens, c'est-à-dire les poissons à squelette osseux, la ceinture se complexifie, permettant ainsi d'assurer l'articulation avec les nageoires antérieures. Cependant, la ceinture est soudée au crâne. Chez les tétrapodes, autrement dit les vertébrés munis de deux paires de membres, la ceinture pectorale va prendre plus d'importance, le cou va se différencier, permettant de libérer la ceinture pectorale du crâne, cela permet d'augmenter la mobilité de la tête. Ensuite, la ceinture va se diversifier en fonction des adaptations des différents groupes. En ce qui concerne la seconde ceinture, la ceinture pelvienne, chez les poissons, que ce soit les chondrichtiens ou les poissons ostéichtiens, les nageoires postérieures n'ont pas de structure d'attache au reste du squelette. Autrement dit, il n'existe pas de ceinture pelvienne. Par contre, chez les tétrapodes, l'adaptation à la vie terrestre implique une liaison étroite entre la colonne vertébrale et les membres postérieurs. Et contrairement à la ceinture pectorale, la ceinture pelvienne est en général soudée au squelette axial via le sacrum dont j'ai parlé dans la partie précédente, qui est formé de la fusion des vertèbres sacrées de la colonne vertébrale. Chez l'homme, la ceinture pelvienne correspond au bassin. Il se décompose en trois éléments. Tout d'abord, à l'arrière, l'ilion, un os très large, rattaché à l'ischion et au pubis à l'avant. On retrouve ces trois éléments chez tous les tétrapodes, mais en fonction du groupe, la ceinture pelvienne peut présenter plusieurs caractéristiques particulières. Par exemple, chez les marsupiaux comme les kangourous ou les koalas, on trouve une paire d'os supplémentaires au niveau du bassin appelée les épipubis. Ces os jouent un rôle dans le support de la fameuse poche marsupiale. Et pour les fans de dinosaures, je pense que vous savez que l'organisation de la ceinture pelvienne permet de différencier les deux grands ordres de dinosaures connus. Sur ce schéma, vous pouvez voir un bassin de dinosaures représenté en vue de côté avec les trois éléments de base, l'ilion, le pubis et l'ischion. On a d'un côté les dinosaures avec un bassin dont le pubis pointe vers l'avant. On dit que c'est un bassin type reptile et les dinos présentant cette structure sont appelés les saurichiens. De l'autre côté, on a les dinosaures avec le pubis pointant vers l'arrière. Cette fois, le bassin est qualifié de type oiseau et ce groupe correspond à celui des ornithichiens. Et pour vous donner des exemples, chez les saurichiens, on trouve les théropodes comme le tyrannosaure ou le vélociraptor et on trouve également les sauropodes. Et chez les ornithiens, on trouve tous les autres dinosaures, donc les tricératops, les dinosaures à bec de canard, les stégosaures, etc., etc. Et les oiseaux dans tout ça, dans quel ordre de dinosaures sont-ils rangés à votre avis? Encore un truc évident j'imagine, ils sont rangés avec ceux qui ont un bassin type oiseau? Eh bien non.
Comme l'attestent les fossiles tels que celui de l'Archéoptérix, les oiseaux dérivent de petits dinosaures appartenant à la famille des théropodes, qui, je le rappelle, sont tous des sauricains, c'est-à-dire des dinosaures à bassin type reptile. Voilà qui est quand même paradoxal. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au cours de l'évolution, le pubis de certains dinosaures théropodes, comme la famille des raptors, a petit à petit basculé vers l'arrière pour se retrouver dans la même configuration que chez les ornithischiens. Par conséquent, la distinction entre saurichiens et ornithischiens ne repose pas uniquement sur la structure du bassin, il y a d'autres critères, notamment au niveau du crâne. Et c'est avec cette révélation que nous allons pouvoir en finir avec les ceintures et passer à la dernière partie de cet épisode. Donc après avoir vu la structure permettant de relier les membres au squelette, voyons d'un peu plus près l'organisation de ces membres. Commençons par les nageoires des poissons, j'en ai déjà parlé dans l'épisode 3, en fonction du groupe, l'organisation des nageoires peut être très différente. Chez les requins, elles sont formées de nombreux rayons cartilagineux implantés sur plusieurs pièces basales ici en bleu, elles-mêmes fixées à la ceinture scapulaire ici en rouge. Comme il y a plusieurs pièces basales qui s'articulent avec la ceinture, on parle d'articulation polybasale. Maintenant, chez les ostéichthyens, ces derniers sont subdivisés en deux grands groupes, les actinoptérygiens, les poissons à nageoires membraneuses et rayonnées, comme le poisson rouge, et de l'autre côté les sarcoptérygiens, qui sont les poissons à nageoires charnues, comme le célèbre sélacanthe. C'est dans le groupe des sarcoptérygiens que l'on trouve la famille de poissons dont les nageoires se sont petit à petit transformées en membres permettant de se déplacer sur la terre ferme. Autrement dit, c'est dans le groupe des sarcoptérygiens que l'on trouve l'ancêtre des tétrapodes. Les actinoptérygiens et les sarcoptérygiens présentent une organisation des nageoires très différente. Pour les actinoptérygiens, vous pouvez voir que les rayons sont encore nombreux, ce sont eux d'ailleurs qui donnent cette forme particulière à leurs nageoires. On trouve toujours une articulation polybasale, mais les pièces basales sont moins nombreuses. Pour ce qui est de l'organisation des nageoires des sarcoptérygiens, le nombre de pièces basales est encore plus réduit, et vous voyez qu'il n'y a qu'une seule et unique pièce qui est reliée à la ceinture scapulaire, donc contrairement aux chondrichthyens et aux actinoptérygiens, on a une articulation monobasale. Les pièces basales présentent aussi une organisation particulière. Le premier élément est relié à deux autres, le suivant est lui-même relié à deux autres, etc., etc. Cette organisation est qualifiée de dichotomique, et c'est à partir de cette dernière que l'on va petit à petit avoir des membres permettant de se déplacer sur la terre ferme. On considère que la nageoire des sarcoptérygiens constitue une ébauche très proche de ce que l'on va retrouver ensuite pour le membre des tétrapodes. Le membre des tétrapodes est appelé le membre chiridien. Il présente une articulation monobasale comme pour les nageoires des sarcoptérygiens, et d'ailleurs on peut retrouver une trace de l'organisation dichotomique des sarcoptérygiens. Par contre, les tétrapodes ont un nombre de rayons beaucoup plus réduit, on pouvait en trouver jusqu'à 9 pour les tétrapodes primitifs, mais chez les tétrapodes actuels, il y en a au maximum 5. Comme chez l'homme qui possède 5 doigts par membre. Le membre chiridien est caractérisé par 3 segments articulés entre eux. En premier, le stylopode, formé d'une seule pièce qui correspond à l'humérus pour le membre antérieur et au fémur pour le membre postérieur. Il est suivi du zygopode, qui se compose de 2 pièces, le radius et l'ulna pour l'avant-bras, le tibia et la fibula pour la jambe. Petite note, l'ulna correspond au cubitus et la fibula correspond au péroné dans l'ancienne nomenclature. Enfin, le dernier segment, l'autopode, correspond à la main ou au pied et il comporte plusieurs pièces réunies en différentes régions. Le basipode, qui comprend les carpes pour la main et les tarses pour le pied, le métapode, avec de la même manière les métacarpes de la main et les métatarses du pied, et enfin l'acropode, qui comprend les phalanges des doigts et des orteils. Au passage, petite règle de nomenclature, pour s'y retrouver, on numérote les doigts en partant du pouce, qui est le doigt numéro 1. D'ailleurs, je pense que vous connaissez tous le nom de chacun des doigts de la main, le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Mais saviez-vous que les orteils de nos pieds ont également chacun un nom? Ainsi, le gros orteil correspond à l'hallux, puis il y a le secondus, le tertius, le quartus et le quintus. Oui, ils se sont moins cassé la tête pour les nommer ceux-là. Il existe aussi des termes pour désigner les carpes de la main et les tarses du pied, mais là je vais pas m'amuser à vous les citer un à un. Je vous laisse ces deux schémas avec à gauche les carpes de la main et à droite les tarses du pied. Si vous voulez vous amuser, allez mémoriser. Comme je l'ai déjà montré dans l'épisode sur les adaptations emblématiques chez les vertébrés, les membres peuvent montrer diverses modifications afin de permettre aux animaux de s'adapter à des modes de vie particuliers, comme le vol, la vie aquatique, la course, l'escalade, etc., etc. Et je pense que je vais conclure ici. Enfin, normalement, avec tout ce que je vous ai présenté dans cet épisode, vous devriez avoir de bonnes bases pour mieux comprendre ce dont je vais parler dans de prochaines vidéos.
Bon, je suis conscient que cet épisode-là comprenait beaucoup d'infos à assimiler et qu'il risque de ne pas plaire à tout le monde. On bite rien, et en plus on s'en fout. Mais je trouvais intéressant de faire une vidéo d'introduction à l'anatomie comparée qui présenterait les différentes structures du squelette, avant d'aborder plus en détail l'étude de certains groupes de vertébrés, et notamment les mammifères. Mais surtout, n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, je me ferai un plaisir de vous répondre. D'accord, faisons comme ça. Cet épisode est donc à présent terminé, je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. S'il vous a plu, je vous invite à laisser un pouce bleu et à partager l'épisode. Vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si jamais vous voulez discuter avec moi ou suivre l'avancement des prochains épisodes, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Et puisqu'on parle des réseaux sociaux, je voudrais en profiter pour remercier plusieurs pages Facebook qui m'ont beaucoup aidé en me permettant de poster mes vidéos sur leur page. J'ai déjà eu l'occasion de leur faire un peu de pub, mais à l'époque je n'avais pas autant d'abonnés que maintenant. Alors il y a déjà la page et le groupe des dinosaures jusqu'au temps moderne où vous pouvez échanger avec d'autres passionnés de paléontologie. Je vous recommande aussi la page dinosaures, fossiles, paléontologie systématique, pareil si vous voulez échanger avec des gens qui ont la même passion. Et enfin il y a la page Station des Sciences qui là regroupe des gens passionnés de tous les domaines scientifiques, car c'est aussi bien de s'intéresser à autre chose que la paléontologie. Voilà, il me reste plus à vous dire qu'on se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à plus.